Monsieur Attali, The Puppet Master. Alors lui, j'ai hésité à faire une vidéo. Bon, ça sert pas à grand chose, en gros, parce que bon, c'est plus trop un secret qui, c'est une éminence grise qui est derrière tous les gouvernements et que c'est le conseiller de tous les présidents, donc depuis trois plombes. Donc c'est pas n'importe qui. Et puis on imagine bien le pouvoir qu'il a, quoi. Nouveau développement dans le dossier qui met en cause l'homme d'affaires Pierre Falcone concernant ce trafic d'armes vers l'Angola. Hier, c'est Jacques Attali, déjà entendu comme témoin, qui a été mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux et trafic d'influence. L'ancien conseiller de François Mitterrand récuse point par point les faits qui lui sont reprochés. Jeanne Assouli. C'est un Jacques Attali ébranlé qui quitte hier soir le pôle financier. L'ex-conseiller à l'Élysée de François Mitterrand est rattrapé par les affaires. Il a été mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux et trafic d'influence dans l'enquête sur les ventes d'armes à l'Angola. Les juges, Philippe Courroy et Isabelle Prévost-Després, veulent comprendre pourquoi Jacques Attali a reçu plus d'1 million de francs de la société dirigée par Pierre Falcone, l'homme clé du dossier. Pendant plus de 3 heures, face à ses juges, il a donné sa version des faits. Il aurait été contacté par les Angolais via Pierre Falcone. C'était en 1998. Selon lui, il ne s'agissait pas d'aider Pierre Falcone dans la vente d'armes à l'Angola. Il devait simplement fournir des conseils économiques au président angolais, Eduardo dos Santos. Il fera même un voyage éclair sur un vol privé pour lui proposer des réformes économiques. Monsieur Attali a touché 1 million de francs, pas Monsieur Attali mais la société qu'il dirige a touché 1 million de francs, pour étudier la mise en place de crédits dans un pays du tiers-monde. Les études ont été faites, elles existent. Mais les juges ne semblent pas convaincus par sa version des faits. Ils se demandent si l'argent perçu n'a pas servi en réalité à rémunérer un trafic d'influence. Ils soupçonnent Jacques Attali d'être intervenu auprès d'un ministre, en l'occurrence Hubert Védrine, pour régler des problèmes fiscaux de Pierre Falcone. Ce soir, dans l'entourage du ministre des Affaires étrangères, on dément formellement une quelconque intervention. La France est-elle réformable, Jacques Attali? Non, la France n'est plus réformable. La réforme, c'est des petites choses de temps en temps. La France a besoin d'un grand choc. Elle a besoin d'une révolution démocratique, j'espère, qui aura lieu, j'espère, dans les 100 jours qui suivront l'élection présidentielle prochaine. Mais si on ne le fait pas, alors il y aura une autre sorte de révolution parce que les gens descendront vraiment dans la rue et casseront tout. Et pourquoi ne descendent-ils pas aujourd'hui dans la rue? Enfin, ils descendent un petit peu, mais pas suffisamment pour faire une révolution. Parce que la colère n'a pas monté assez et elle va monter plus. Et vous pensez que dans un an, elle aura monté beaucoup plus, cette colère? En tout cas, il faut qu'elle monte dans un an et être canalisée politiquement. Si on ne la canalise pas politiquement, en raison des injustices extrêmes de notre société, il y aura une révolution un jour et elle sera très brutale. Alors vous dites dans votre livre qu'en fait, il faudrait tout faire en 100 jours. Donc ça voudrait dire qu'en mai 2017, celui ou celle qui serait élu devrait tout faire. Tout C'est faire possible, comme ça a été fait en 45, en 58 et en 81. Tout faire, tout lancer, de façon à créer les conditions pour que, assez vite après son élection, il ait les moyens d'établir que ce qu'il a fait a eu un impact. Ça demande un sacré courage politique. Ah oui, mais sinon, pourquoi faire de la politique si c'est pas pour le faire avec courage? Quelles seraient les priorités? L'éducation d'abord, l'éducation maternelle, l'éducation tout au long de la vie, la formation des chômeurs, donc tout le volet d'éducation. La sécurité, défense, justice, ministère de l'Intérieur, prison, il faut gérer mieux, tout ça c'est et la troisième c'est la gouvernance, réduire le nombre de collectivités, supprimer le monopole des élus et des professions qui s'arrogent le pouvoir, réduire le nombre de mandats parlementaires, le nombre de mandats régionaux, et réduire le nombre de collectivités territoriales pour casser le système de professionnalisation de la politique. Et qui pourrait porter ces idées? On verra bien. Pour l'instant, c'est les idées qui comptent plus que les personnes qui les portent. Pour l'instant, il n'y a personne. Pourriez-vous présenter? Oui, je pourrais me présenter si, à la fin de l'année, je constate que personne ne porte des idées de changement majeurs. Je pourrais être le porte-parole d'une révolution. Vous pourriez être le porte-parole d'une révolution. Pourquoi êtes-vous si critique à l'égard de la loi El Khomri? Parce que c'est une loi hémiplégique, c'est une loi qui concerne que la flexibilité, pas la sécurité. Alors, si vous faites de la flexibilité sans sécurité, vous êtes très injuste, puisque vous facilitez les licenciements, mais vous ne formez pas ceux que vous avez licenciés pour qu'ils retrouvent un travail. Donc ça ne marchera pas. Pourquoi justement, alors qu'on sait qu'il faut réformer la formation en France, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Parce qu'elle appartient au monopole, au patronat et aux syndicats qui n'ont aucun intérêt à perdre ce contrôle de ce fromage. Et que l'État n'a jamais eu le courage, ni à gauche ni à droite, d'y toucher. Et ça, on peut le débloquer? Évidemment. Il suffit de renationaliser la formation permanente, de faire en sorte que l'État prenne le contrôle et ne supprime la gouvernance par les syndicats. Merci Jacques Attali. Alors peut-être futur candidat? On verra bien en décembre.
Merci encore d'avoir été mon invité. Merci à vous de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24. Quelqu'un qui sera élu sans savoir ce qu'il va faire fera rien. Un programme bien en place, je peux dire qu'il y a 10 personnes en France comme président qui pourraient le mettre en œuvre. C'est un programme de droite, un programme de gauche ? C'est un programme, non, ni de droite ni de gauche. C'est un programme de consensus où il y a énormément de choses. Ça a été fait par vraiment des gens formidables, de gauche et de droite, peu importe. Vous connaissez un candidat ni de droite ni de gauche, juste à part Emmanuel Macron, qui vient de se revendiquer comme... Vous revenez sur cette question. Je crois qu'un président de gauche pourrait faire ça et un président de droite pourrait faire ça. Je voudrais vous montrer un tableau. Ça correspond à tous les rapports que vous avez remis pour des présidents de droite et de gauche. 98, 2008, 2010, 2013, 2014... Alors d'abord, celui de 98... Sans les détailler, pardonnez-moi. Non, mais celui de 98 a été appliqué. Et au point même qu'il a été appliqué en Europe, et c'est aujourd'hui la base du système... Qu'est-ce qu'il y a de différent cette fois-ci? Tous les rapports dont vous parlez ici sont des rapports qui ont été proposés à des présidents en fonction. L'expérience m'a montré que si vous donnez à un président en fonction des choses à faire, dans la mesure où il n'a pas été élu sur ce programme, il ne va pas le faire. Et il a toute raison de ne pas le faire puisqu'il n'a pas été élu pour ça. C'est ça qui compte, c'est les réformes. Je crois que quelqu'un qui aurait aujourd'hui un projet, qu'il soit président en exercice, par exemple quand Emmanuel Macron dit il faut des changements radicaux, très bien, mais lesquels? C'est ce qu'il veut faire, Emmanuel Macron, il veut passer en douce? Non, pour l'instant, c'est ce qu'il fait. Je ne dis pas j'espère et je le pousse, comme je pousse tous les autres, à oser avoir des problèmes. Le courage, c'est ça. Mais avant de défendre des idées, il faut en avoir. Il n'en a pas, Emmanuel Macron? J'attends de les voir. Il incarne le fait que les Français n'ont envie ni de François Hollande, ni de Nicolas Sarkozy, ni d'Anna Juppé, ni de Mme Le Pen. Donc il y a une fenêtre de tir. Ils veulent autre chose. On va me dire le contraire, mais il me semble que la majorité des Français disent qu'ils ne veulent d'aucun d'eux. Mais naturellement, si on a une offre réduite, à un moment, on est forcé de prendre ceux qui sont là. Nous espérons une sorte de raz-de-marée pour que le système saute à l'intérieur de ces institutions. Et que qui que ce soit qui soit le prochain président, il applique ce programme ou un programme aussi ambitieux. Pourquoi on l'espère? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, les Français demandent un programme ambitieux, ils ne veulent pas des candidats, ils veulent un programme, donc il y aura un programme et un candidat qui aura un programme. Et si les Français sont obligés d'élire quelqu'un qui n'a pas de programme et dont ils ne veulent pas, ils seront déçus le lendemain, et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022, qui n'amènera que le pire, parce qu'elle amènera une réaction dans le sens contraire, qui sera forcément très négative. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est pour créer les conditions pour que cette révolution... Tout ce qu'on fait, c'est pour montrer que, oui, vous Français, tous, nous Français, nous voulons un programme présidentiel ambitieux pour 2017. Concentrons-nous d'abord sur le programme. Mais je suis d'accord avec vous pour dire que ce serait mieux si on pouvait changer les institutions, qui laissent plus de la place à la création d'un consensus, au débat. Emmanuel est un ami très proche. Je suis très fier d'avoir été à l'origine de sa carrière. Et c'est un homme très intéressant. Et je suis convaincu qu'il sera un jour président de la République. Je suis convaincu qu'il le sera un jour. S'il a la persistance d'accepter les défaites, d'apprendre, je suis convaincu qu'il le sera un jour. Vous lui demandez d'être patient? Je ne lui demande pas, je lui dis, je le sais d'ailleurs, parce que nous en avons souvent parlé, je pense qu'il espère être président cette fois-ci, mais je pense qu'il construit une vraie carrière et que c'est très courageux de sa part d'avoir, alors qu'il aurait pu faire tout à fait autre chose, d'avoir accepté de participer à la vie démocratique. Le marché a désigné M. Macron comme président de la République, aidé en cela par quelques électeurs. C'est que le président de la République n'a plus de pouvoir, ou beaucoup moins de pouvoir, en tout cas, qu'avant, mais que les Français, et lui-même aussi, croient qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. Mais pourquoi il aurait moins de pouvoir? Véronique Jacquier, Sud Radio. Il a moins de pouvoir pour 1000 raisons, d'abord. Pour de bonnes raisons. Il n'y a plus la peine de mort. Et il n'y a plus l'Union soviétique. Donc les deux dimensions fondamentales de la thaumaturgie, du droit de vie nucléaire, le droit de vie et de mort ont disparu. L'euro, aussi bonne raison, fait qu'une grande partie de la politique économique est heureusement devenue européenne. La décentralisation, les grands investissements ne sont plus dans l'État et la politique de grandes infrastructures ne lui appartient plus. Les privatisations, il n'y a plus de politique industrielle possible. La globalisation, le marché l'a emporté très largement. Et donc il y a un très grand nombre de choses qu'on croyait à la portée de l'État qui ne le sont plus. Monsieur Attali rappelle ici que le président n'a plus de pouvoir en dehors de celui qui lui est donné par le marché. La plupart des hommes politiques et des dirigeants politiques se contentent de gérer au mieux le quotidien et de colmater les brèches. Oui. Alors qu'il faudrait agir pour avancer. Ils n'ont pas de pouvoir réel. Ce qu'on vient de voir ont la grandeur d'être élus du peuple. Ils n'ont pas de pouvoir réel sur la société. Monsieur Attali nous rappelle également que le personnel politique est impuissant. Comprenez que les politiques sont désormais au service du marché. Le marché a donc le pouvoir. Ces traités font loi qui s'impose à la loi des hommes. Tous ceux qui, dont j'ai le privilège d'avoir fait partie,
ont tenu la plume pour écrire les premières versions du traité de Maastricht, on s'est bien engagé à faire en sorte que sortir ne soit pas possible. On a soigneusement oublié d'écrire l'article qui permet de sortir. M. Attali se dit honoré d'avoir empêché les peuples de s'autodéterminer. Seuls les marchés déterminent. Son objectif est d'étendre son pouvoir. Le marché va s'étendre à des secteurs pour lesquels jusqu'à présent il n'avait pas accès, tels que la santé, l'éducation, la justice, la police, les affaires étrangères. Et en même temps, parallèlement, dans la mesure où il n'y a pas de règle de droit, le marché va s'étendre à des domaines aujourd'hui considérés comme illégaux, criminels, comme la prostitution, le commerce des organes, le commerce des armes, le racket, etc., etc. Et donc, on aura de plus en plus un marché qui va dominer, entraînant une concentration des richesses, une inégalité croissante, une priorité absolue donnée au court terme et à la tyrannie de l'instant et de l'argent, jusque et y compris, au fond, au bout de la route, la commercialisation de la chose la plus importante, c'est-à-dire la vie, la transformation de l'être humain en un objet marchand, lui-même devenu un clone et un robot de lui-même. Le président, les ministres sont les seconds couteaux chargés de faciliter la prise du pouvoir du marché. Déréglementer, appauvrir et démanteler les services publics, ouvrir tous les secteurs à la concurrence, détruire les protections des salariés et des citoyens. Il s'agit de livrer au marché les derniers bastions détenus encore par le peuple. Et pour que le peuple fasse silence, aucun gouvernement n'osera plus aujourd'hui revenir sur l'état d'urgence. C'est ce qu'a annoncé Manuel Valls. Aucun gouvernement. Vous nous dites qu'on ne pourra plus sortir de l'état d'urgence ? Non, je pense qu'on n'en sortira plus jamais parce que tout gouvernement qui sortirait de l'état d'urgence donnerait le sentiment d'une faiblesse. C'est malheureusement aussi absurde que le principe de précaution, qui lui-même est excessif, mais dont plus personne ne peut sortir. Donc on crée parfois involontairement des irréversibilités. Nous sommes en état d'urgence, mais par nature, nous devons en permanence être dans un état d'urgence, et le fait de le signifier par des institutions ne fait que exprimer une réalité. Qui a le pouvoir? Le marché est l'outil qui permet au capital de s'accumuler. Les détenteurs du capital et des propriétés lucratives sont ceux qui ont le pouvoir politique. Ils font et défont les pouvoirs politiques à leur guise, sans que les peuples n'interviennent. Ils ont déjà prévu la succession, M. Macron. J'irai même plus loin. Je crois que je connais celle qui viendra après lui. C'était mon bureau pendant un peu plus de 10 ans, donc en effet. Vous les avez tous faits, les présidents ? Fait, c'est beaucoup dire. 10 ans que j'ai travaillé avec François Mitterrand ici, et que François Hollande était mon collaborateur à cette époque. Voilà. Il l'a déçu. Entre eux, ça marche plus vraiment comme avant. Je pense que je saurais être président de la République, je saurais faire ce métier. Je dis humblement, j'ai été à côté pendant 10 ans, je connais bien, je pourrais le faire. Un rapport au temps quasi obsessionnel, avec un agenda de ministre, de président. Alors si c'est pas lui en 2017, ce sera son programme, ses idées. Jacques Attali. D'abord, tous ceux qui, dont j'ai le privilège d'avoir fait partie, ont tenu la plume pour écrire les premières versions du traité de Maastricht, on s'est bien engagé à faire en sorte que sortir ne soit pas possible. On a soigneusement oublié d'écrire l'article qui permet de sortir. C'était pas très démocratique, évidemment, mais c'était une grande garantie pour rendre les choses plus difficiles, pour nous forcer d'avancer. Parce que si on sort, ce qui naturellement est toujours possible, c'est impossible, mais naturellement, si on veut, on peut, c'est très très compliqué, hein, je ne rentre pas là-dedans, mais c'est très très compliqué de sortir, soit par le bas, soit par le haut, c'est très compliqué. Est-ce que, mais vous n'êtes pas obligé de nous le dire, est-ce que là, vous auriez éventuellement repéré, dans la jeune génération, justement, peut-être une personnalité émergente, où vous avez pu vous dire... Je l'ai dit, déjà. Je l'ai pas vu. Si, j'ai déjà dit... Vous avez parlé de moi? Non. Mais vous ne pouvez pas si bien dire, puisque j'ai dit que j'avais repéré quelqu'un qui serait sans doute un jour président de la République, et que c'était une femme. Ah, et vous avez c'est qui? Vous n'avez pas donné son nom encore? Dans quelle sphère vous l'avez repéré? Un petit indice. Un petit indice. J'en ai repéré 3, en fait. 3 femmes? Ouais. Qui travaillent dans quel domaine? Qui travaillent, non... Politique? Dans le privé. Dans le privé. Ouais. On n'en saura pas plus. Non.
Nouvelle technologie. Non, j'en dirai pas plus. Et vous pensez que le successeur de Emmanuel Macron sera une femme? Non, il y en a une, il faut être honnête, il y en a 2 dans le privé et une dans le public. Ouais. Ah. Oui. 2027, plutôt une femme, présidente? Oui, certains disent que j'ai voulu dire en disant ça que j'annonçais l'élection de Madame Marion Maréchal, mais franchement, elle ne faisait pas partie de ma liste. On verra ça en 2027. Et puis on n'aura pas l'info. Et je suis convaincu qu'il sera un jour président de la République. Je suis convaincu qu'il le sera un jour. S'il a la perception